Je me pose toujours cette question pleine d'essence. Pourquoi Haïti est-elle toujours victime de l'ingratitude diplomatique? La bonne manière m'exige de vous saluer avant d'entrer en matière. Bonjour, bonsoir, selon votre position géographique sur le globe. Mon nom est Jean-Gilles Joseph, c'est-à-dire mon nom colonial, et mon nom de combat, mon nom karmique, c'est Akhenaton. Dans cette série d'émissions, je vais parler de la diplomatie d'antan d'Haïti. Et ce faisant, les Noirs du monde entier, qui négligent un peu mon pays, le comprendront mieux. Et en long et en large, je vais parler de l'ingratitude diplomatique du monde envers ma chère patrie, Haïti. Mes amis, Haïti a aidé tout le monde, mais personne ne voulait l'aider tout au début de son histoire. Les fondateurs de l'indépendance haïtienne se sont dotés de l'idéal selon lequel Haïti a pour vocation de réhabiliter tous les fils d'Afrique et le continent africain ainsi que sa diaspora. Et ceci, tout peuple opprimé et pris de liberté sans distinction de couleur. Et c'est pour cette raison, après s'être libéré, Haïti tente à libérer tout le monde, principalement toute la race noire. Mes amis, qu'est-ce qu'elle a trouvé en retour? Les faits sont là pour l'attester. C'est l'ingratitude diplomatique, l'ingérence dans sa politique intérieure et extérieure. Et ce qui est pire, les Noirs qu'il cherche à émanciper, après s'être émancipés, ne le voient comme une transition historique. Et ce fait est constaté de telle sorte que Léon François Hoffman fait cette déclaration. Il dit, mais dans la deuxième moitié du XXe siècle, avec d'une part l'accession des pays africains à l'indépendance et les conquêtes politiques et intellectuelles des Noirs du monde entier, et de l'autre, la régression catastrophique d'Haïti depuis la prise des pouvoirs de François Duvalier, les Haïtiens peuvent malaisément continuer à revendiquer le rôle de réhabilitateurs, d'inspirateurs, d'avant-garde, de sentinelles avancées, de flambeaux d'ethnie africaine. Pour les contemporains de Martin Luther King, de Desmond Tutu ou de Nelson Mandela, le leadership haïtien, étape importante dans l'histoire du peuple noir, a pour l'heure perdu sa pertinence. Et cette parole est très actuelle puisqu'une radiographie politique des leaders politiques africains justifie toute cette parole. On le verra dans le développement et de ce sujet tabou. Mes amis, pour les ingrats, il faut le dire, l'histoire haïtienne a pris fin pour eux. On le garde dans l'oubli totalement. Quelques leaders d'opinion africains seulement en parlent. Les hommes qui sont dans les postes de direction ne font aucun projet de collaboration avec Haïti. Au contraire, c'est Haïti qui cherche toujours à s'approcher de l'Afrique. Cependant, c'est Haïti qui a libéré l'Afrique. Donc, le nationalisme outré des penseurs panafricains va tellement loin, on fait le projet d'unifier le continent africain. Et ils oublient d'inclure Haïti qui a libéré l'Afrique d'une manière ou d'une autre, il faut le dire. Et je me demande à quoi ressemble une fédération africaine sans Haïti. À quoi ressemble-t-elle une fédération africaine sans Haïti? Mes amis, l'égoïsme du panafricanisme continental égocentrique fixe les frontières du projet fédéral disant qu'il ira grosso modo du tropique du Cancer au cap de l'océan Indien à l'océan Atlantique. Et de ce fait excluant les Caraïbes et d'autres. Et mes amis, ce n'est pas seulement moi qui a critiqué, c'est la Frantz Fanon, Walter Rodney ont critiqué déjà ce prétendu panafricanisme continental outré africain. En effet, je me suis donc posé cette question géostratégique. Est-ce que pour être fédéré, devrait-il être forcément sur le même continent? Ça, c'est une question pleine de sens. Mes amis, Haïti, mère chérie,
Après avoir aidé les États-Unis à conquérir son indépendance, les États-Unis ne voulaient pas reconnaître la leur. Après avoir aidé les États-Unis à bénéficier également la Louisiane, en retour, on ne trouve que du mépris. Les États-Unis de préférence voulaient lui arracher le Mont Saint-Nicolas et la Navaz. Et après les États-Unis, Haïti, après avoir libéré l'Amérique latine ou l'Amérique espagnole, on la rejette du panaméricanisme. Or, la révolution haïtienne est la mère de ce mouvement panaméricaniste. Haïti a aidé la Grèce à conquérir son indépendance, mais en retour, pas la moindre reconnaissance. Haïti n'a pas seulement aidé l'Amérique espagnole, elle a aidé les Caraïbes anglais, elle a aidé la Grenade, la Jamaïque, en gros toute la Caraïbe. Mais en retour, Haïti ne trouve pas moindre reconnaissance. Et après avoir été libérée, elle a ouvert ses bras pour accueillir les Afro-Américains, des Noirs et des Noirs sur tout le globe. En retour, pas de solidarité sérieuse. De préférence, Frédéric Douglass, Afro-Américain, se servait d'espion du gouvernement américain pour faire perdre à Haïti une de ses îles adjacentes, c'est-à-dire Mont Saint-Nicolas. Mes amis, Haïti a joué un rôle d'avant-gardiste dans la Société des Nations qui serait devenue l'ONU pour plaider en faveur de la liberté des pays d'Afrique. Elle a voté contre certains grands pays d'Europe. Elle a obtenu des sanctions économiques. Elle a tout accepté pour l'émergence des pays africains. En retour, pas la moindre solidarité sérieuse. Elle a contribué avec ses finances pour les aider à prendre leur indépendance, bien qu'elle n'en a pas assez pour nourrir ses propres enfants. Même dans l'UA, c'est-à-dire dans l'Union africaine, elle n'est pas bienvenue. Haïti a voté pour qu'Israël soit reconnu comme une nation. En retour, il n'y a aucune reconnaissance. Elle a aidé la République dominicaine à conquérir son indépendance. Mais en retour, des présidents dominicains adoptaient après tout les théories racistes de l'Occident pour dire que nous sommes inférieurs à eux parce qu'on est des nègres. On soulève des conflits concernant les frontières qui nous délimitent. Mes amis, de nos jours encore, le pays est gangstérisé. On fait des théâtres. Sur le plan géostratégique, personne ne voulait prêter attention à nos cris. Et on prêtait l'attention à tous ceux qui se trouvent dans l'oppression, dans la servitude. Et en retour, on reçoit du mépris de la part du monde entier. Mes amis, Roberto Maïl a tout résumé dans cette déclaration. Il a dit quels que soient les succès obtenus par les Haïtiens, ils les doivent à leurs propres efforts. La chrétienté qui avait l'esclavage en horreur et qui a grand cri demandait son abolition a négligé ce peuple qui s'est émancipé lui-même et au moment il avait le plus besoin de son aide et de son assistance. Bien qu'il y ait à peine une trentaine d'années depuis que notre pays réclamait l'abolition de l'esclavage et s'est montré désireux d'améliorer la condition des affranchis, nous n'avons prêté ni concours ni montré de sympathie aux Haïtiens qui, les premiers, ont levé l'étendard de l'émancipation sur le continent américain. Tous ceux qui lisent l'histoire diplomatique d'Haïti peuvent le constater bien rapidement. La politique extérieure d'Haïti peut se résumer dans ce proverbe créole « rendre service, bail chagrin ». Ce qu'on peut dire en français, toutes les fois que je donne une place vacante, je fais ça un ingrat. Mes amis, certains sociologues voient les racines de notre sous-développement dans l'idée visant à émanciper tous ceux qui se trouvent dans la servitude, dans l'oppression, dans le mépris et dans l'avilissement. En effet, Charles Moravia estimait que l'une des causes de nos malheurs, le 16 septembre 1915, est cet idéal de nos pères en proclamant l'indépendance haïtienne de se poser en champion de la race noire tout entière et de donner comme idéal au peuple nouveau-né la régénération et le relèvement de tous les fils de la foule. Et ce que dit Charles Moravia paraît totalement vrai. Mais je vous garantis que cette conception visant à défendre les opprimés constitue le fond de notre diplomatie d'antan et moderne. Mes amis et diplomates haïtiens, aussi renégats soient-ils, ne peut nier cela. Il y a des dilemmes dans lesquels se trouve un diplomate haïtien, il y a des décisions qu'il ne prendra jamais. Il faut être clair. Mais des décisions qui vont à l'encontre de l'idéal ethnocentrique
posé par nos aïeux, mes amis. Un diplomate haïtien ne va pas rejeter cela. Il est clair tel que le jour, puisque Leslie Maniga, docteur en sciences politiques, professeur à la Sorbonne, ancien président d'Haïti, déclare avec raison: ainsi il existe chez nous, pour orienter notre politique étrangère, des traditions qui invoquent l'histoire et qui imposent la volonté collective. Ce sont de telles traditions qui, j'aime à les répéter, ont la valeur de credo pour tout Haïtien. Et ce que dit Maniga est vrai. Mes amis, vous vous souvenez que Jovenel Moïse avait voté contre les Venezuela en faveur des Américains. Mes amis, cela a attiré le mépris de tous les pays comme un seul homme. Et ce qui justifie à quel point nous sommes fidèles à nous-mêmes. On dit que les Haïtiens ferment les yeux sur les problèmes qui les rongent à l'intérieur pour voler au secours des opprimés. Ce n'est pas mauvais cette attitude en politique. Mais en politique, les vices sont les vertus. C'est pour cela le théoricien politique le plus lu et le plus écouté en Occident est Machiavel. Et ces derniers n'avaient aucune honte d'ériger le criminel César Borgia en modèle politique le plus accompli. Donc, on répète souvent en Occident, en politique, la reconnaissance est une lâcheté. Donc, on ne peut rien espérer des ingrats. Tout le monde sait que l'ingratitude est un vice. Mais en politique, en Occident, elle est la plus grande vertu. C'est pourquoi, si les Haïtiens restent là, attendant le secours des États-Unis, de l'ONU, du Kenya, du Bénin, ils se sont tous foutus. Et c'est pour ça, mes amis, il faut être clair. Dans les jours passés, des étudiants noirs américains font des meetings pour exprimer leur sympathie avec Israël. Mais ils ferment les yeux sur la situation haïtienne. Il semble qu'ils croient qu'ils sont des juifs uniquement parce qu'ils sont noirs. Donc, mes amis, Haïti a été rejeté de l'Union africaine. Cependant, Israël a été accepté. Mes amis, quelle incohérence. Et il est clair, les ingrats ont oublié que cette relation russo-africaine, qui apparaît comme un véritable salut pour l'Afrique contemporaine, a été frayée par la relation diplomatique russo-haïtienne. Parce que dans la diplomatie d'antan haïtienne, le roi Henri Christophe, par le biais de l'abolitionniste Clarkson, avait écrit au Star Alexandre de Russie, Alexandre Ier de Russie, de plaider en faveur d'Haïti auprès de la France pour que la France puisse reconnaître l'indépendance haïtienne. Et Christophe présente les bien fondés de la révolution haïtienne, le sort des nègres esclaves. C'est pour cette raison, depuis 7 ans, la Russie a un penchant sur la situation des nègres un peu partout sur le globe. Mes amis, il faut se rappeler que cette dialogue russo-haïtienne se perpétua jusqu'au président Boyer. Certes, on doit admettre qu'Haïti est le premier pays noir entré en relation avec la Russie pour militer contre l'hégémonie et la multipolarité occidentale. Ainsi, les Africains semblent oublier dans la situation où se trouve Haïti. Les Noirs du monde entier devraient se tenir debout comme un seul homme pour résoudre cela. Si la nation haïtienne est engloutie, cela symbolisera la défaite de la race noire tout entière sur tous les points du globe. Mes amis, il est important de vous rappeler que je ne suis pas le concepteur du concept ingratitude politique ou diplomatique. Leslie Maniga, expert dans les relations internationales, dit de Bolivar, qui avait oublié les bienfaits d'Haïti dans la lutte de la libération des peuples latino-américains. Leslie Maniga dit, comme dans le cas de Bolivar, d'être victime de la mémoire oubliée, sinon même ingrate du politique, alors dominé par des soucis de nos opportunistes malsains inspirés par des considérations liées à la raison d'État. Donc là, on peut voir d'une manière ou d'une autre l'apparition du concept ingratitude diplomatique dans ces phrases. Et ensuite, il faut dire que je ne suis pas expert en géopolitique, mais je sais parfaitement bien, selon les ouvrages que j'ai consultés sur la matière, la mémoire, l'histoire joue un grand rôle en matière de la géostratégie. Ainsi, Bruno Tettray, spécialiste de géopolitique, nous dit ceci. Rarement, le passé a été aussi présent. Jamais, à l'époque moderne, il n'a eu une telle importance dans les relations internationales sur la scène géopolitique. Dans un monde prétendument sans mémoire, l'histoire fait irruption partout,
Daesh veut restaurer le califat et effacer les frontières coloniales. La Turquie et l'Iran s'inspirent de leur passé impérial. La Chine justifie ses droits sur les îles adjacentes à son territoire par les cartes antiques. La Russie annexe les lieux de son prétendu baptême. La Hongrie octroie des passeports aux anciens sujets de l'Empire. En Europe, les migrants sont vus comme les nouveaux barbares. Et il est vrai, le passé est vivant. Jamais on n'évoquera pas la mémoire diplomatique d'antan d'Haïti pour voir les bienfaits de ce pays pour agir en conséquence. Et c'est pour cela, pour ce que fait Haïti dans ce monde, les dons seulement qu'elle devrait recevoir suffira pour son développement. Mais les pays auxquels elle avait apporté son soutien sont des ingrats. Mes amis, entre autres, les États-Unis, la Grèce, la Grenade, le Mexique, le Cuba, le Venezuela, pour dire ça, la Jamaïque, la Colombie, la Libye, Israël, le continent africain en général et les afro-descendants sont tous des ingrats si Haïti est telle qu'elle est aujourd'hui. Mes amis, restez là, regardez toute la vidéo. Ensuite, abonnez-vous, likez, partagez, commentez. On va ressortir un peu l'histoire de tout cela pour savoir en quoi ces pays sont bêtement ingrats diplomatiquement. Parlons d'abord des États-Unis d'Amérique. Avant d'aborder les autres pays qu'on juge être ingrats à l'égard d'Haïti. Et notez bien qu'il s'agit ici de la première émission de la série Diplomatie d'antan d'Haïti. Et les autres séries viendront après. Et selon toute l'histoire d'Haïti et celle des États-Unis, des Haïtiens qui allaient être plus tard des vétérans de la guerre de l'indépendance haïtienne avaient embarqué à Saint-Marc, Haïti, afin d'aller aider les Yankees, c'est-à-dire les Américains, à se débarrasser des Anglais sur la terre des 13 colonies. En y arrivant, ils séjournaient à Samana, dans une zone aux États-Unis. Et de retour en Haïti, ils débarquent à Saint-Marc. Et c'est pour cela qu'il y a une rue qui se nomme dans cette ville, rue Samana. Et je fréquente souvent cette rue parce qu'il s'agit de ma ville natale dans laquelle je vis toujours. Donc, je sais parfaitement bien ce que j'ai dit là. Maintenant, il est important de vous rappeler que le général Henri Christophe, qui serait par la suite le roi d'Haïti, avait été fusillé lors de la guerre de l'indépendance américaine qui s'était déroulée entre 1775 et 1783. Mais Christophe a été survécu. Donc, cela veut dire que le sang de nos aïeux avait été répandu pour donner naissance aux États-Unis d'Amérique. Et en retour, les États-Unis, au lieu de collaborer avec nous, s'opposaient farouchement à l'indépendance haïtienne. Les archives historiques sont là pour l'attester. Mes amis, le sénateur Benton de Missouri déclare entre 1823, où l'on discute la doctrine de Monroe, et 1826, lors du congrès de Panama. Il dit que notre politique vis-à-vis d'Haïti a été fixée il y a 30 ans. Nous commerçons avec elle, mais aucune relation diplomatique n'avait jamais été établie entre nous. Nous achetons d'elle du café et que nous payons, mais nous ne changeons ni consul ni ministre. Nous n'en recevons ni consul milâtre ni ambassadeur noir. Et pourquoi? Parce que la paix des 11 États ne permet pas à une insurrection nègre réussie de devenir un objet de parade. Mes amis, après Benton, Abraham Lincoln, malgré son prétendu idéal humaniste, répétait en 1861, il déclare que je n'ai pas le droit d'émanciper les esclaves, à moins qu'il ne s'agisse de la sauvegarde de l'Union. Mon but suprême dans cette lutte est de sauvegarder l'Union,
ce n'est ni de sauver ni de détruire l'esclavage. Et si je pouvais sauver l'Union sans libérer un seul esclave, je le ferais. Si je pouvais la sauver en libérant certains esclaves sans m'occuper des autres, je le ferais aussi. Ce que je fais à propos de l'esclavage et de la race de couleur, je le fais parce que je crois que cela peut aider à sauver l'Union. Mes amis, cette déclaration est claire. Tout cela laisse voir que la révolution américaine n'est pas une révolution anti-esclavagiste. C'est une révolution d'opportunistes économiques, une révolution capitaliste. Donc, il faut être clair. Les Afro-Américains doivent savoir que la révolution haïtienne est la seule révolution anti-esclavagiste du monde. De ce fait, c'est Haïti qui a libéré tous les Noirs du monde entier. Pourquoi pas les Noirs d'Amérique, les Noirs, les Afro-Américains. Et c'est pour cette raison, les Afro-Américains qui vivaient là aux États-Unis n'ont aucun compte à rendre à Abraham Lincoln, d'après cette déclaration. De préférence, ils ont des comptes à rendre à Dessalines, parce que Dessalines est le père de la libération de la race noire en général. Et on peut le constater, après les avoir aidés à repousser les Anglais, ils ne veulent même pas avoir des relations diplomatiques avec nous. Donc, le moteur de la politique occidentale est machiavélique et utilitariste, il faut le dire. Et pour eux, pour les Occidentaux, la fin justifie les moyens. On peut tout faire pour atteindre un but en politique en Occident. On a seulement utilisé les Noirs pour repousser les Anglais, mais après, on les classe dans le même statut d'esclaves, de singes d'humanité inférieure. Et mes amis, les Noirs se montrent toujours imbéciles parce qu'ils sont toujours prêts pour se mettre au service du Blanc, même s'ils savent que sa statut ne changera jamais. Et c'est pourquoi le colon dit souvent, le Noir est un grand enfant. Et la plus grande partie de l'humanité noire confirme cela par son comportement vis-à-vis du Blanc. Et ça, c'est un fait avéré. Voici un autre fait haïtien, un bienfait haïtien à l'adresse des États-Unis d'Amérique. C'est la Louisiane. Les Français et les Américains étaient en guerre. Les États-Unis convoitaient la Louisiane de toutes leurs forces. Alors qu'à l'époque, Saint-Domingue était sous la gouvernance de Toussaint Louverture. La Louisiane était un territoire français, donc la Louisiane était l'affaire de Toussaint Louverture. Et Toussaint Louverture était très admiré par les Américains de l'époque, parce qu'il avait de bonnes relations commerciales avec eux. Et Toussaint avait tenu tête aux Français pour les empêcher d'atteindre la Louisiane. Et Toussaint avait une importance capitale aux yeux des politiques américains à l'époque, tels que le sénateur Hamilton, Jefferson, John Adams, Livingston. Donc, Samuel Flagg Benny, un vétéran écrivant sur l'histoire diplomatique des États-Unis, affirme qu'on a une reconnaissance de facto du gouvernement quasiment indépendant de Toussaint Louverture. Donc, de ce fait, la Louisiane était totalement sur un terrain géostratégique. Ainsi, l'historien américain Henry Adams écrit dans l'histoire des États-Unis, il dit, avant de pouvoir atteindre la Louisiane, Bonaparte était obligé de détruire le pouvoir de Toussaint Louverture. Mes amis, après tout cela, qu'est-ce qu'on a trouvé en retour? C'est le mépris, le vol. Parce que Toussaint Louverture, après son arrestation, il fut transporté au Fort de Joux en 1803. Et Napoléon Bonaparte lui envoyait son aide de camp, Caffarelli, pour discuter avec Toussaint Louverture concernant sa fortune qui se trouve sur ses comptes en banque à Jamaïque, en Angleterre, principalement aux États-Unis. Il faut se rappeler qu'avant tout, Edward Stevens, consul américain, fut conseiller de nombreux commerçants américains à Saint-Domingue dans les années 1799-1801. Donc, Toussaint Louverture était l'ami de Stephen Girard, marchand de Baltimore, qui sponsorisait l'élection présidentielle de Thomas Jefferson en 1800. Donc, vous pouvez voir que l'influence de Toussaint Louverture. Même après la mort de Toussaint Louverture, mes amis, la question de sa fortune fut d'actualité. Et c'est ainsi que
Isaac Louverture, fils de Toussaint Louverture, écrivait en 1840 la banque de Philadelphie pour rechercher la fortune de son père. Mes amis, il faut dire que la banque refuse de répondre à Isaac Louverture et la banque ne dit un mot sur la fortune de Toussaint Louverture. Mes amis, il est clair, on volait la fortune de nos aïeux. Oui, si nous sommes pauvres, nous autres haïtiens, c'est parce qu'on nous a volé. Les Américains ont volé les biens de nos aïeux. C'est clair, mes amis. Donc, après que Toussaint les avait fait bénéficier la Louisiane, on a volé ses fortunes comme récompense, mes amis. Quel peuple ingrat est donc les Américains. Entre autres, il faut dire, seul Wendell Phillips avait honoré la mémoire de Toussaint Louverture aux États-Unis et quelques autres. Mes amis, quelle ingratitude diplomatique de la part de la plus grande puissance au monde. Mes amis, il est clair, en politique, pour eux, la reconnaissance est une lâcheté. Et il faut dire, en venant de citer Toussaint Louverture, il faut dire en parenthèse, ils ont même oublié que la ville de Chicago a été fondée par un Haïtien, Jean-Baptiste Prince-Dissab, et Saint-Macroix comme moi. En récompense, les ingrats fondèrent une petite école à Saint-Mac pour honorer la mémoire de Jean-Baptiste Prince-Dissab. Tout cela montre à quel point ils sont ingrats, parce qu'on ne mérite plus que ça. Au lieu d'admettre cela, les Américains veulent faire disparaître Haïti de l'Amérique. Mes amis, quelle ingratitude diplomatique. Mes amis, le même historien dont on vient de citer tout à l'heure dit à propos de Toussaint Louverture, il dit peu d'Américains ont réalisé ce qu'ils doivent au courage de Toussaint Louverture. Mais il a tenu l'avenir dans ses mains. Si lui et ses compagnons noirs succombaient aisément au coup du sort, le projet d'un empire français s'éplanterait progressivement dans toute la Louisiane et s'étendait jusqu'à la zone du Mississippi. Si Saint-Domingue résiste et réussit dans sa résistance, l'agresseur repoussé étendra ses forces sur l'Europe, laissant l'Amérique poursuivre son destin démocratique dans la paix. Mes amis, Henri Adam dit de ce fait géohistorique, il dit si Toussaint Louverture et ses successeurs n'avaient pas retenu, défait et finalement détruit les légions de l'éclair, des milliers de Français pourraient avoir occupé la Nouvelle-Orléans et Saint-Louis, avant que Jefferson eût pu rassembler une brigade de miliciens à Nashville. Et donc, il faut dire que dans la guerre de l'indépendance haïtienne se trouvait le destin de la Louisiane. Et c'est pour cela, mes amis, que l'on veuille ou non, c'est Toussaint Louverture qui a donné la Louisiane aux Américains. Et après cela, on l'obtient de Bonaparte avec une paille monnaie. Mes amis, cependant, nous autres, les Haïtiens, nous avons subi en Amérique la première intervention militaire de l'impérialisme américain. Il est vrai que les historiens des relations internationales tels que Renouvin, Langer et Gleason Thomas Bailey font commencer la première intervention impérialiste dans la Caraïbe avec la guerre hispano-cubano-américaine en 1898. Or, la première intervention militaire nord-américaine de la Caraïbe, pourquoi pas en Amérique, a eu lieu en 1891, soit 7 ans avant la guerre hispano-cubano-américaine, de l'affaire du Mall Saint-Nicolas. Donc, où Frédéric Douglass avait été utilisé pour faire pression sur le gouvernement haïtien. Et Antonin Firmin avait tenu tête aux Américains farouchement. Et, mes amis, il faut dire que dans la lettre diplomatique d'Antonin Firmin au président américain, nous voyons que la France, le Brésil, l'Espagne, le Pérou, le Mexique, Hawaï, le Portugal, l'Italie, le Japon et tant d'autres pays avaient accordé des bases aux Américains pour fabriquer du charbon. Mais cependant, Haïti a tenu tête parce que c'était contraire à l'idéal de la nation posée par nos aïeux. Or, avant Firmin, l'ancien président haïtien, Lucius Félicité Salomon Gène, avait offert Mall Saint-Nicolas aux Américains. Cependant, Firmin, en tant que panafricain, défenseur de la race noire, avait refusé. Et c'est pour l'une des raisons que l'impérialisme américain avait barré sa route lors de sa candidature à la présidence.
Il faut dire que le président américain Benjamin Harrison se sentait estomaqué parce qu'un petit pays nègre a osé s'opposer à sa volonté. Et c'est pour cette raison, Frédéric Douglass, panafricain mal utilisé par le gouvernement américain, a eu le courage de dire à l'époque dans une conférence tenue à Chicago en 1893. Douglass dit que la tentative de créer un sentiment de colère aux États-Unis contre Haïti, parce qu'elle jugera bon de nous refuser le Mole Saint-Nicolas, n'est ni raisonnable ni honorable. Il n'y a pas eu d'insulte ou de manque de bonne foi dans ce cas. Haïti avait le droit de refuser ce que nous avions le droit de demander. Il n'y a pas plus d'insultes dans le refus que dans la demande. C'était une déclaration choquante à l'époque, mais c'était une déclaration raisonnable, pleine de sens. Mes amis, lorsque le désir impérialiste américain se manifeste en même temps que les autres puissances impérialistes européennes lors de la conférence de Berlin en 1885, les États-Unis eux-mêmes avaient pris décision de partager l'Amérique comme on le fait pour l'Afrique, l'Asie et l'Océanie. Vers cette époque, un économiste français dit aux Américains à l'adresse d'Haïti. L'économiste dit, un peu plus tôt, un peu plus tard, qu'il soit réglé à l'amiable ou autrement, le destin d'Haïti est fixé. On ne saurait guère s'insurger contre cette extension des États-Unis. Elle est inéluctable. Et il est certain que quelques centaines de mille individus, à demi barbares, habitants des terres, qui pourraient en nourrir plusieurs millions, n'ont pas le droit d'en empêcher la mise en valeur par d'autres pays plus civilisés qui. Quelle déclaration! À l'époque, on fait des statistiques, des analyses économiques. On dit qu'au temps de la colonie, Haïti était la plus riche qui nourrissait toute l'Europe. Mais maintenant, lorsqu'elle est dirigée par des nègres, elle ne peut rien donner au monde. Pour cela, les Haïtiens doivent céder la place à une nation plus civilisée qu'eux, spécialement au nord américain. À l'époque, un diplomate haïtien, Abel Léger, qui vivait aux États-Unis, qui voyait la mauvaise foi des puissances occidentales, avait publié un fameux ouvrage titré « Haïti, son histoire et ses détracteurs ». Et dans cet ouvrage, il a comparé les chiffres de la production d'Haïti sous la domination espagnole, sous la domination française et sous la domination haïtienne. Et après cette comparaison, il dit, pour les autres produits, Haïti n'a pas seulement atteint mais encore dépasser les rendements des temps les plus prospères de la domination française. Mais un siècle après avoir reçu une terre partie en cendres et partie en friche, les Haïtiens exportaient en chiffres ronds 86 millions de livres de café, soit 18 millions de plus qu'en 1790, et le double du montant exporté en 1880-1881. 5 millions de livres de cacao contre 150 000 livres en 1790 et 648 518. Sans parler du miel, de la scie, des peaux d'orange, des grains de raisin. Et on peut voir là les détracteurs de mon pays mentaient depuis à ce moment-là. On peut se demander si Haïti avait exporté tout cela et pourquoi elle ne se développait pas pendant que ces exportations avaient fait de la France ce qu'elle est aujourd'hui, alors que certains chiffres sont plus avancés que ceux du temps de la domination française. Mais on peut répondre à cela. On peut dire que la France a tout volé lorsqu'elle nous oblige de payer la dette de l'indépendance. Et ensuite, les États-Unis a tout volé pour enrichir les banques de Philadelphie. Mes amis, c'est clair. Et on verra ça tout à l'heure. Et dans la même époque, les États-Unis avaient occupé Porto Rico, Cuba, parce que l'impérialiste américain veut faire de la Caraïbe sa base navale en cas de guerre. Et on a entrepris de construire le canal de Panama. Et lors de la construction de ce canal, des rumeurs courent, telles que les diffirmés, des articles des journaux, soit en Europe, soit aux États-Unis, soit chez nous, on montre Haïti comme fatalement à être avalé par les Américains. On parle à l'époque des Guider américains, où Cuba sera un État américain, les Antilles allaient devenir un vrai lac
américain pour le Guide America. Mes amis, à l'époque, un sénateur Eiben de l'État d'Idaho, au cours de la discussion de Panama, le 5 février 1904, déclarait ouvertement. Il dit: j'ai eu le privilège de présenter à ce corps laquelle proposait que des démarches convenables fussent faites par le département approprié pour l'acquisition de Saint-Domingue. Saint-Domingue est dans l'océan la terre la plus voisine du canal de Panama, qui puisse aujourd'hui être obtenue sous certaines conditions par le gouvernement des États-Unis. Elle se trouve directement dans la voie qui conduit à l'entrée du canal. Nous avons perdu Cuba. Nous n'aurions pas dû la perdre. À mon avis, nous l'avons perdue. Il semble pourtant pour une chose reconnue quand faut faire la suggestion d'acquérir cette île, que c'était encore pas l'expansion, que c'était encore pas l'impérialisme, que c'était un effort pour s'étendre au dehors, obtenir de nouvelles populations et un nouveau territoire. Mes amis, là, le sénateur Eiben avait proposé l'acquisition de Saint-Domingue. Et cette question de l'acquisition d'Haïti, de Saint-Domingue en général, dominait l'actualité de l'époque. Les Dominicains qui sont toujours lâches faillissent à leur mission. C'est pour ça que le président dominicain Baez proposait la Dominicanie aux États-Unis. Le président américain alors Grant, président des États-Unis en 1870, malgré l'opposition du Congrès, envoyait Frédéric Douglass pour y négocier. Douglass, après cette mission diplomatique, écrivait à Anténor Firmin pour dire que l'échec de cette mission lui plaisait beaucoup parce que l'existence des républiques dominicaines et haïtiennes était moralement beaucoup plus nécessaire à la cause des Noirs américains que leur adjonction à la force du parti républicain. Mes amis, après cela, après cette tentative, et on a testé les Dominicains et les Haïtiens. On a envoyé un espion anglais du nom de William Top pour tester la position des populations. Et après les espionnages, William Top déclare, il dit que les Haïtiens et les Dominicains ne s'aimaient point et ont été souvent en guerre. Mais j'ai entendu dire plus d'une fois par les uns et les autres qu'ils s'uniraient comme un seul homme pour repousser une invasion étrangère. D'éminents dominicains m'ont dit, dans ce cas où une puissance forte d'invasion débarquait sur les territoires, ils brûleraient les villes, détruiraient toutes les récoltes dans toutes les plaines et se réfugieraient dans les jungles et les montagnes d'où ils harasseraient l'ennemi. Et c'était une déclaration de William Top. Frédéric Douglass, reconnu dans l'historiographie panafricaine telle que l'une des plus grandes figures de ce mouvement, déclarait à propos d'Haïti. Il dit que nous parlons aux Américains de nous arroger un protectorat sur Haïti. Nous ferions mieux de ne point le tenter. Le succès d'une telle entreprise est repoussé par l'histoire. Elle abandonnerait ses ports et rades, se réfugierait dans ses montagnes, brûlerait ses villes et verserait sur leurs cendres son sang tropical rouge et chaud plutôt que de se soumettre à la dégradation d'aucun joug imposé, même amicalement. Quelle que puisse être leur source de sa honte et de ses malheurs, elle a une source d'une grande satisfaction. Elle vit fièrement de sa gloire, de sa liberté, bravement gagnée. Son sang acheta son indépendance. Et il n'a été accordé à aucun pied étranger hostile de fouler en paix son sol sacré de l'heure de son indépendance jusqu'à ce jour. Le lendemain de son autonomie est au moins sûr, civilisé ou sauvage, quel que soit le lot que l'avenir lui réserve. Haïti est la patrie de l'homme noir, maintenant et pour toujours. Vous voyez les gratitudes diplomatiques américaines, mes amis. Nous qui l'avons aidé à obtenir la Louisiane, nous qui l'avons aidé à conquérir son indépendance, au lieu de nous aider, on veut prendre le territoire pour lequel nous avons donné notre sang, la source de notre fierté, mes amis. On veut nous faire disparaître sur la carte des Amériques. Quelle ingratitude diplomatique, quelle honte à la plus puissante nation au monde. Les Américains sont tellement ingrats politiquement, tellement traîtres, tellement hypocrites géostratégiquement. Après son indépendance, le premier pays à qui ils ont traité une alliance d'amitié fut la France.
On a valorisé Lafayette, l'un des plus grands ennemis des nègres de la Révolution française, comme doctrinaire de la Révolution américaine. La France et les États-Unis complotaient depuis lors pour détruire la première République noire. Mes amis, Haïti est un petit pays, mais ses ennemis sont les plus grands pays de la planète. Et ceci, elle n'a pas un seul, mais tous les grands pays luttent contre elle, ce qui le met dans une situation beaucoup plus difficile que l'Afrique, qui est un grand continent. L'Afrique, au lieu de fédérer avec nous, ne cite même pas le nom d'Haïti dans le projet fédéral pour nous laisser isolés en tant qu'une île pour être avalée par les puissances anciennes esclavagistes. Mes amis, l'Afrique que les Haïtiens clamaient haut et fort les trahit. Je vais prouver cela très bientôt. En effet, mes amis, les idiots osent comparer l'indépendance des États-Unis avec celle d'Haïti pour nous calomnier, pour montrer comment nous sommes en retard. Ils ont oublié que les États-Unis et Haïti s'est trouvé au moment de leur indépendance dans des situations différentes. Spencer St. John, après avoir été consul anglais en Haïti pendant 30 ans, a publié un ouvrage titré Haïti hors des Black Républiques pour appuyer toutes les théories occidentales disant que les Noirs ne peuvent pas se gouverner et ne peuvent pas non plus être civilisés. Or, mes amis, à peine Lord Cornwallis avait cessé la guerre contre les États-Unis en 1781, George III, roi d'Angleterre à la Chambre des Lords, avait reconnu l'indépendance des États-Unis en 1782, soit un an après la guerre des États-Unis et des Anglais. Donc Haïti avait pris des décennies pour que la France puisse reconnaître son indépendance, soit 15 ans. Soit 15 avril 1825. Mes amis, les Haïtiens vivaient dans une crainte du retour de la métropole. Dans ce cas, les chefs haïtiens avaient construit des forts pour combattre l'ennemi en cas de retour. Et c'est pour ça, mes amis, les États-Unis eux-mêmes avaient reconnu l'indépendance haïtienne le 20 mars 1870, c'est-à-dire des décennies après. Cela veut dire que les problèmes de l'indépendance d'Haïti et ceux des États-Unis sont deux choses différentes. On disait que les Haïtiens étaient des barbares parce qu'ils ne pouvaient pas vivre ensemble, parce qu'on avait partagé le pays, Christophe, dans le nord et Pétion dans le sud. Donc deux présidents différents dans un seul pays. Or, les Américains avaient oublié leurs propres histoires. Ils ont oublié que lors du règne du président Buchanan, les États-Unis furent divisés en deux comme Haïti. On avait organisé une nouvelle république connue sous le nom d'État confédéré de l'Amérique, dont Jefferson Davis du Kentucky fut nommé président et Alex Stephen de la Géorgie vice-président. Et une guerre fut éclatée entre ces deux partis, ces deux divisions des États américains, et cette guerre durera 4 ans. Même pire que celle d'Haïti. Mes amis, ont dit ensuite que nous avons assassiné Dessalines. Oui, nous l'avons fait. Comme les États-Unis avaient assassiné Abraham Lincoln. C'est la même. En tout, nous sommes pareils, nous sommes semblables. Les États-Unis ne sont pas plus une grande nation qu'Haïti en termes d'histoire. Abraham Lincoln fut assassiné en 1865. John Garfield fut assassiné en 1881 également. Tout comme William McKinley et John Fitzgerald Kennedy. Il y a plusieurs présidents américains morts au pouvoir, tels Warren Harding, Franklin Delano Roosevelt. Probablement, ce fut des empoisonnements. Mes amis, il est vrai que Jean-Jacques Dessalines fut assassiné le 17 octobre 1806, après avoir fait fusiller un blanc anglais qui transgressait les lois de son empire. Et cela veut dire que le complot fut monté contre lui. Parce que la plupart des mulâtres se sentaient toujours plus proches des blancs que les noirs. Sûrement le maître vient de l'Occident. Cependant, les États-Unis assassinaient le chef selon le bon vouloir. Mes amis, Sylvain Salna fut fusillé le 7 février 1826 pour complicité des puissances occidentales qui sèment des désordres dans la société civile. Cincinnatus Lecomte fut assassiné en 1912 à Port-au-Prince. Vilbert Guillaume Sam aussi
Quatrième président assassiné le 28 juillet 1915, ce qui entraîne l'occupation américaine d'Haïti. Mes amis, sûrement, les Américains avaient sémé les terreurs, les assassinats présidentiels, le président éphémère pour justifier l'occupation pensée par le plus ancien président américain. C'est un fait avéré. Les Américains et les Haïtiens ont tous 4 présidents assassinés, mes amis. Mais de nos jours encore, ils ont contribué à tuer Jovenel Moïse pour une nouvelle mission visant à reprendre Haïti sous leur contrôle, mes amis. Et ça, c'est un fait avéré. Tous ces désordres sont faits en Haïti sous l'administration de Joe Biden qui disait, lorsqu'il était sénateur, que la disparition d'Haïti ne causera aucun dommage à la puissance américaine, mes amis. On peut voir ça. On peut voir clairement que la CIA est derrière tout ça, derrière la mort de Jovenel Moïse. Mes amis, revenons à notre sujet avant de toucher ces points. À Pamol Saint-Nicolas, mes amis, il faut dire que la Navaz, qui était une île adjacente d'Haïti, a été la convoitise des Américains. En juillet 1857, Peter Duncan, capitaine de la marine américaine, à la recherche de guano, tombe sur l'île de la Navaz qu'il voit inhabitée. Ayant trouvé des millions de guano, des tonnes de guano, il y prenait possession. Or, il était écrit dans la Constitution de 1801 de Toussaint Louverture que les îles adjacentes sont partie intégrante d'Haïti. Et toutes les autres constitutions qui suivent disent la même chose. Les États-Unis, de leur côté, adoptent le 18 août 1856 le Guano Island. Et ce texte, un texte de loi, et ce texte autorise tout citoyen américain à prendre possession de n'importe quelle île inoccupée et ne relevant pas de la juridiction de notre État. Et dès que celle-ci contiendrait du guano. Mes amis, le texte américain dit que l'île ne doit pas sous la juridiction de notre État. Or, l'île était sous la juridiction d'Haïti. Ainsi, mes amis, Faustin Souloup, nationaliste, s'opposait farouchement de toutes ses forces avec la prise de la Navaz. Il envoya des navires de guerre pour empêcher la prise de l'île. Mais quelques jours après, l'impérialisme américain le renversait au pouvoir. Ainsi, la lutte pour la Navaz a été clôturée. Américain a volé cette île. Mes amis, on a violé nos constitutions pour leur propre bien-être. Mes amis, ce Faustin Souloup avait été critiqué par les soi-disant savants occidentaux, imité par les intellectuels noirs colonisés tels que, mes amis, beaucoup d'autres. Et cependant, Karl Marx avait moqué de l'empereur Souloup parce que Karl Marx était un nationaliste, mes amis. C'est là où on peut constater la philosophie occidentale est anti-nègre. Mes amis, au moment où les États-Unis avaient reconnu l'indépendance haïtienne en 1862, on voulait conquérir l'île à Vache, sous prétexte d'envoyer des Afro-Américains dans le mouvement d'immigrationnisme. Mes amis, un mouvement qui voulait se débarrasser des Afro-Américains pour ne pas rivaliser avec les Blancs dans l'administration publique. Mes amis, cela montre à quel point les Américains aiment le sol haïtien plus que les Haïtiens. Mes frères, il est clair. Si tous les Haïtiens meurent, les États-Unis seront contents pour prendre la place plus rapidement possible. Mes amis, je viens de faire voir la déclaration d'Abraham Lincoln qui dit que son objectif n'était pas de libérer les esclaves, mais plutôt de sauvegarder l'Union américaine. Cependant, c'est lui qui plaidait pour la reconnaissance de l'indépendance haïtienne. Non parce qu'il supporte Haïti en tant que nation nègre libre, méritant la jouissance de la liberté, mais parce que le commerce haïtien avait agrandi l'économie américaine, mes amis. Il faut être clair. Et pour eux, la fin justifie les moyens, comme je l'ai dit plus haut. Mes amis, pour atteindre un but, tous les moyens sont bons pour les capitalistes, pour les politiciens occidentaux. Mes amis, pour montrer que la reconnaissance de l'indépendance haïtienne est une manœuvre capitaliste, voyons le conseil qu'un historien américain avait donné aux autorités américaines de l'époque. L'historien Benjamin Clark dit qu'en 1851, le Mexique, dont la population était 13 fois plus nombreuse que celle d'Haïti, avait importé annuellement des États-Unis 330 000 moins qu'Haïti. Et ensuite, cela attire l'attention capitaliste américaine. C'est pourquoi James Badgett affirme, après l'historien, il dit que, quoique notre commerce avec Haïti était à cette époque aussi florissant qu'il l'était avec le Venezuela, la Bolivie, l'Argentine, le Pérou et la République
Philippines. Nous avons refusé de reconnaître son indépendance juste parce que ses leaders étaient des Noirs. C'était une déclaration de James. Donc, c'est pour le commerce que les Américains avaient accepté que nous sommes libres. Non parce qu'en tant des êtres humains comme eux, nous méritons la liberté, mes amis. Il faut être clair. Mes amis, le destin d'Haïti est fixé entre les deux partis politiques américains, les républicains et les démocrates. Et c'est clair. Les démocrates étaient et sont les plus criminels que les républicains, c'est vrai. Mais les républicains sont moins amoureux de l'argent que les démocrates. Et c'est ainsi un journaliste, Booth, écrit de l'époque, la démocratie d'aujourd'hui tient la liberté des hommes pour absolument rien. Quand elle est en conflit avec le droit de propriété de notre homme. Les républicains, au contraire, sont à la fois pour l'homme et pour le dollar. Mais en cas de conflit, ils préfèrent l'homme au dollar. Et c'était une déclaration pleine d'essence. Mes amis, Abraham Lincoln, au 37e congrès en 1861, avant la rédaction de la proclamation de l'émancipation des esclaves le 19 juin 1962, en pleine guerre de sécession, avait signé la reconnaissance d'Haïti et du Libéria. Et il fait une déclaration le 13 décembre 1861. Il dit que s'il y a une bonne raison pour continuer de ne pas accorder notre reconnaissance des États souverains d'Haïti et du Libéria, je ne suis incapable de l'avoir. Cependant, je ne voudrais pas inaugurer une politique nouvelle vis-à-vis de ces pays sans l'approbation du Congrès. Et je présente à votre considération la question de savoir s'il est désirable de voter des fonds pour des chargés d'affaires dans l'un et l'autre de ces deux pays. Mes amis, la persistance de Lincoln a fini par convaincre les sénateurs. Cependant, de la même époque, Charles Soumet, sénateur républicain de Massachusetts, dit, malgré qu'on reconnaît l'indépendance haïtienne, mais on ne peut pas avoir des relations diplomatiques avec elle. Et c'est ainsi, Lincoln persistait pour envoyer des chargés d'affaires en Haïti. Mes amis, le 12 juillet, Benjamin Wyden, un blanc du New Hampshire, a été désigné comme le premier représentant diplomatique des États-Unis en Haïti. Cependant, Lincoln acceptait et des diplomates haïtiens à condition que ce dernier ait un peu de teint clair pour ne pas déranger les Blancs. Et le président haïtien qui voulait la relation diplomatique, Fab Nicolas Geoffroy, a choisi le colonel Ernest Roumet comme consul pour les États-Unis. Il entra en fonction aux États-Unis en janvier 1863. Il fut le premier consul haïtien à Washington. Ce qui donne une avance aux mulâtres dans les affaires extérieures du pays. Ce qui favorise une bourgeoisie mulâtre qui détient le monopole de l'exportation et de l'importation au détriment des Noirs. Oh mes amis, les États-Unis détruisent la société haïtienne complètement, mes amis. Et il est un point sur lequel j'aimerais entretenir avec vous. C'est la doctrine dite de Monroe. Il faut dire que la doctrine de Monroe ne prône pas l'impérialisme américain. Monroe, en tant que républicain, avait un sentiment beaucoup plus sain que les démocrates. Cet homme n'avait aucune doctrine. Il avait seulement fait une déclaration qu'on avait érigée en doctrine de Monroe. Mes amis, Monroe, en 1823, a fait une énonciation. Il dit que nous ne nous sommes point mêlés des affaires des colonies ou dépendances d'aucune puissance européenne en Amérique. Et nous n'avons point à y intervenir. Mais quant aux gouvernements qui ont déclaré et maintenu leur indépendance et qui, sur des considérations élevées des principes de justice, nous avons reconnu indépendants, nous ne pouvons envisager l'intervention d'une puissance européenne dans le but de les opprimer ou de contrôler de toute façon leur destinée, qu'est comme une manifestation peu amicale à l'égard des États-Unis. Ça, c'était l'énonciation de James Monroe.
Mes amis, on a paraphrasé cette déclaration en Amérique aux Américains pour une raison ou pour une autre. On peut constater qu'il dit que si les États-Unis reconnaissent l'indépendance du pays, une puissance européenne ne peut y intervenir. Or, on ne reconnaît pas Haïti à l'époque. Cela veut dire que Haïti ne concerne pas la déclaration de Monroe. Mes amis, Monroe n'a pas dit, il faut clair, dans sa déclaration, que les États-Unis, en tant que grande puissance de la région, peuvent intervenir dans les affaires des autres pays du continent comme et quand ils veulent. Mais si toutefois, on dit que l'Amérique aux Américains, eh bien, les États-Unis sont exclus parce qu'ils ne sont pas de vrais Américains. Ils ont fait des génocides sur les Amérindiens pour prendre leur place, c'est tout. Ils sont des Anglais, donc des Européens qui volent des terres qui ne leur appartiennent pas. C'est vrai, mes amis. Mes amis, le président qui allait fixer la doctrine américaine est bien Theodore Roosevelt. Et cet homme a été élu président en 1901. Après l'élection, il a publié pas mal d'ouvrages sur sa doctrine politique. Il a même publié un bouquin titré « La doctrine politique de Theodore Roosevelt ». Mes amis, entre autres, cet homme avait déclaré, il a dit que un de nos grands poètes a bien et éloquemment dit que la liberté est un présent qui ne reste pas longtemps aux mains des lâches. Il ne reste pas non plus aux mains de ceux qui sont trop indolents, trop malhonnêtes ou trop indigents pour l'exercer. C'était la déclaration de Theodore Roosevelt. Ainsi, le 20 mai 1904, dans une lettre adressée à Elihu Root, et cette lettre fut publiée par The London Times à l'époque, on lit ce commentaire. Un journaliste a commenté en disant ceci: en se référant à la doctrine de Monroe, le président répète solennellement et officiellement ce qu'il a dit dans sa lettre concernant Cuba. Il se présente au monde comme le policier de l'hémisphère occidental. Ainsi, mes amis, les États-Unis disent que pays qui ne peuvent pas garder la tranquillité publique, ils ont droit de devenir sans le consentement d'aucun citoyen quand et comme ils veulent pour mettre de l'ordre. Donc, ils sont le policier de l'Amérique. Et c'est dans ce contexte, ils voulaient prendre Cuba, Haïti, Porto Rico, Mexique, Grenade, etc. Presque toute l'Amérique. Mes amis, il faut dire qu'avant la CIA, les États-Unis d'Amérique s'aimaient des troubles dans les pays de l'Amérique pour dire qu'ils ne peuvent pas se gouverner, pour les contrôler, pour voler le bien. Et c'est un fait avéré. C'est connu dans l'histoire. Mes amis, les États-Unis d'Amérique entreprirent de mettre des présidents en Haïti qui sont là pour faire leur volonté. La première action de ces gens a été faite avec Florville Hippolyte. Le président Lysias Félicité Salomon Gène a été renversé le 10 août 1888. Or, sous son règne, une goutte haïtienne vaut $1 américain. Cela veut dire que ce président était progressiste. Mes amis, sous le règne de ce président, Haïti était prospère, très prospère. Mais après son départ, après son exil, son coup d'État, une guerre civile fut éclatée dans le pays. Le président Florville Hippolyte, le 27 août 1889, avait remporté la guerre civile avec l'aide des Américains. Hippolyte, en entrant à Port-au-Prince, est accompagné du représentant des États-Unis en Haïti de l'époque, John Thompson, et de l'aide de Camp Bancroft Gerardi, chef militaire des États-Unis d'Amérique en Haïti à l'époque. Et plusieurs officiers américains ont été remarqués à la capitale à l'époque. Mais pour la première fois, on a monté le drapeau américain à la capitale d'Haïti, Port-au-Prince. Et c'est ainsi un diplomate français, le comte de Saint-Maison, représentant diplomatique de la France en Haïti, a écrit à son supérieur hiérarchique le 28 août 1889. Il dit: l'opinion unanime était que les Américains avaient l'air de prendre possession du pays sous le couvert des soldats de l'insurrection qui, équipés aux États-Unis, portaient ostensiblement sur leur sacoche les initiales. Il faut noter que tout cela a eu lieu 27 ans avant l'occupation américaine. Mes amis, tout cela est l'application de la doctrine politique de Theodore Roosevelt. Mes amis, Anténor Fiumer qui dit que depuis un siècle, les États-Unis n'ont jamais changé de politique. Et mes amis, après tout ce que je lis là,
je peux constater même à nos jours les États-Unis d'Amérique ne changeaient pas de politique. S'il en est ainsi, on peut contrôler la puissance nord-américaine, mes frères haïtiens, mes frères noirs, mes frères africains. Notez que, tel que le dit Leslie Maniga, cette action effectuée sous Fauville Hippolyte met la fin avec l'hégémonie française en Haïti et le début de celle des Américains depuis ce jour-là jusqu'au jour où j'ai fait cet exposé. Mes amis, les États-Unis d'Amérique par ruse ont signé un traité d'extradition avec Haïti le 9 août 1904. Selon le traité, les deux pays se sont engagés à livrer mutuellement les présumés criminels qui seraient trouvés sur le territoire. L'un et l'autre pays condamnaient le vol, contrefaçon de monnaie, etc. On peut le constater. Depuis, Haïti avait toujours envoyé des criminels aux États-Unis pour être jugés et condamnés. Mais je n'ai jamais entendu un jour qu'un président criminel aux États-Unis est envoyé en Haïti pour être jugé et enfermé dans une prison en Haïti. Cela n'a jamais été fait. Et dans l'article 4 du traité, il y est écrit: aucune des parties contractantes ne sera tenue de livrer ses propres citoyens. Mes amis, marquez cet article et très bientôt, il va y avoir un autre traité pour États-Unis mettre fin à tout cela. Pour que les États-Unis puissent entrer en Haïti comme et quand ils veulent pour prendre les citoyens qu'ils veulent. Mes amis, il faut noter que ce traité est le début de la mainmise des États-Unis sur les appareils judiciaires haïtiens. On les verra plus devant. Les États-Unis auront droit de venir prendre les citoyens haïtiens qu'ils veulent s'ils les délinquants, c'est-à-dire s'ils violent la loi selon le degré de l'infraction. C'est ainsi, le 31 janvier 1908, Anténon Firmin était en lutte avec nous, Alexis. Lors d'un tapage avec les troupes du gouvernement, les partisans de Firmin se réfugiaient à l'ambassade américaine. Mes amis, ils ont tous été livrés et certains d'eux ont été fusillés et furent enterrés dans la ville de Saint-Marc, ma ville natale. Tout cela parce qu'Anténon Firmin était un homme éclairé, l'un des Noirs le plus éclairé de son temps. Il combattait les États-Unis dans la fête du Mall Saint-Nicolas. Pour cela, les États-Unis lui barraient la route dans la course à la présidence en Haïti. Or, non Alexis était certes un vétéran de la guerre de l'indépendance, mais qui ne savait ni lire ni écrire, mes amis. Cependant, les États-Unis le supportaient. Ce qui marque le règne de la médiocrité. Les États-Unis ont élu un illettré sur le noir le plus docte de son temps. Depuis ces jours, les États-Unis ne cessent jamais avec le rehaussement de l'ignorance face à l'intelligence. Et c'est ainsi, dans notre temps, les États-Unis avaient supporté Michel Martelly, un danseur de carnaval, face à une intellectuelle qui a un doctorat pour la renverser. Cependant, cette dame avait remporté l'élection. Malgré tout, les États-Unis refutaient cette dame pour acquérir Michel Martelly, un danseur du carnaval. Mes amis, les Américains assoiffés du territoire et de la finance haïtienne débarquaient, selon un article publié dans le New York Times le 20 mai 2022, le 17 décembre 1914, soit un an avant l'occupation américaine. Et il y a des soldats américains qui franchissaient le seuil de la Banque nationale d'Haïti dans l'après-midi et ils ont pris plusieurs caisses en bois remplies d'or. Et la valeur de la cargaison s'élève à $500,000. Et mes amis, quelques jours plus tard, on dépose les cargaisons dans la banque de Wall Street aux États-Unis. Et mes amis, un peu plus tard, en 1915, les forces américaines s'emparaient d'Haïti d'une main de fer. Le secrétaire d'État américain de l'époque, Robert Lansing, dans ses mémoires, écrit que les États-Unis allaient remplir une mission civilisatrice mettant fin à l'anarchie, à la sauvagerie et à l'oppression. Et il affirme la doctrine anthropologico-politique occidentale. Il dit: la race africaine est dénuée de toute capacité d'organisation politique. Vous voyez ce qu'il a dit. Et mes amis, on peut le constater. Derrière tout cela, les journalistes de la New York Times disent que derrière cette invasion se cache le Wall Street qui deviendrait dans le temps Citigroup. Et sous la pression accrue de la National City Bank of New York, les Américains ont repoussé la France dans les affaires des finances d'Haïti. Et on volait toutes les richesses du pays, on les déposait dans les banques de New York, mes amis. Et le général
Smedley Bidler avait écrit en 1935, il dit « Je contribué à faire d'Haïti et de Cuba des coins où les gars de la National City Bank pouvaient se faire des jolis revenus. » Mes amis, cette déclaration est claire. Et ils ont transformé Haïti en cela. Mes amis, en 1932, le National City Bank affirmait qu'elle faisait sa plus grande somme en 192 sur la dette en Haïti. Et tous les économistes et historiens reconnaissent que c'est la dette payée à la France et les sommes volées par les États-Unis qui avaient pauvri Haïti, mes amis. Plus de siècles, mes amis. Les Américains seuls mettent des présidents en Haïti. Les élections sont toujours frauduleuses, mes amis. Même si on vote, c'est l'homme voulu par les Américains qui sera élu président, mes amis. C'est inacceptable. Enfin, c'est l'Amérique qui a détruit Haïti, mes amis. Il faut dire cela, c'est clair comme le jour. Une banque américaine avait prêté à Haïti, mes amis, comme on le comprend, a prêté à Haïti 9 millions de dollars, dont le remboursement est de 12,3 millions de dollars, mes amis. Quel vol! Et c'est ainsi on a volé les richesses du pays, mes amis. Et l'obéiste américain, Roger Leslie Fenam, dit qu'il veut promouvoir les intérêts de la National City Bank, mais le premier pays visé est Haïti. Tout cela pour déguerpir le pays, mes amis. Mes amis, les Américains ont contribué à appauvrir Haïti. C'est la grande puissance criminelle de l'époque. Mes amis, lors de l'occupation américaine, selon le Congrès lui-même, 303 500 Haïtiens ont été tués par les Américains, selon Dantes Belgade, un historien, un diplomate, homme politique haïtien sous l'occupation américaine, un mulâtre. Mais le Congrès américain estimait que le chiffre 3500 Haïtiens est trop élevé. Et c'est ainsi, on a diminué le chiffre en 2250 Haïtiens. Et on dit qu'ils avaient été tués. Mais mes amis, l'historien Roger Gaillard, qui a écrit une chronique complète de l'occupation américaine en septembre, il dit que le nombre de victimes a évalué à 15 millions, mes amis. Et ce chiffre, mes amis, est beaucoup plus proche de la vérité. Et c'est la vérité historique, selon les documents. On dit que 16 soldats américains seulement ont été tués, malgré ce chiffre est trop faible. Beaucoup de soldats américains ont été tués. Parce qu'il y a beaucoup de révolutionnaires haïtiens qui combattaient les Américains. Mes amis, c'est à cette époque que des héros nationaux se font connaître à l'époque. Le plus connu de tous, qui est considéré tel qu'un héros, à l'instar de Dessalines, de Pétion, de Christophe, de Toussaint, et d'autres, est Charlemagne Peralta, qui militait contre l'occupation américaine, mais il a été trahi puis fusillé par les Américains. Il faut dire que la désoccupation américaine a été considérée comme une deuxième indépendance pour les Haïtiens. Parce que les Américains ont établi la corvée, mes amis, une loi, mes amis, qui faisait travailler les paysans comme des esclaves, comme des chiens, comme des animaux, mes amis. Mes amis, nul peuple n'est plus criminel que le Nord américain, mes amis. Il est clair, mes amis, on peut ainsi répartir les dates de la barbarie américaine lors de l'occupation américaine, mes amis. On peut répartir cela ainsi. On peut dire le 26 septembre 1915, deux marines ont péri dans une attaque des Cacos à Katimourin. Le 4 juin 1915, les marines américaines ont attaqué le bastion des Cacos dans le nord. Beaucoup de Cacos ont été tués, mes amis. Il faut se rappeler que les Cacos sont le nom donné aux révolutionnaires qui s'opposaient à l'occupation américaine, mes amis. Et ensuite, le 3 septembre 1918, Charlemagne Peralta prit la tête d'un groupe de Cacos et intensifiait la révolte contre l'occupation américaine. Et le 17 octobre 1918, les Cacos ont affronté la gendarmerie américaine de H. Beaucoup de Cacos ont été tués et quelques gendarmes américains ont été exécutés. Ensuite, le 10 novembre 1918, les Cacos ont attaqué les Américains à Maïsad. Au mois de janvier 1919, les Américains ont exécuté publiquement quelques prisonniers de Cacos. Le 6 octobre 1919, les Cacos ont attaqué Port-au-Prince. Ils ont été repoussés par la gendarmerie et la marine américaine. Le 31 octobre 1919, la crise la plus amère des Cacos, les Américains ont attaqué le campement du chef des Cacos, Charlemagne Peralta, à Grande-Rivière du Nord. Là, Charlemagne Peralta a été tué par les Américains.
Mes amis, au mois de novembre 1919, deux villages de la région de Tommaso ont mitraillé par des avions de guerre de l'armée américaine, mes amis. Quelle barbarie, quelle criminalité, mes amis. Un peuple livré à lui-même. Des avions de guerre mitraillé un peuple, mes amis. Quelle criminalité. Le 15 janvier 1920, un nouveau chef prit la tête des Cacos, Benoît Batraville. Il a attaqué Port-au-Prince, les marines ont riposté. Le 19 mai 1920, les marines ont tué Benoît Batraville et les Cacos ont été dispersés. Et le 31 octobre 1929, des étudiants de l'université de Damiens ont organisé le premier mouvement ouvert à Port-au-Prince contre l'occupation américaine. Et le 5 décembre 1929, l'aviation américaine bombardait la rade de la ville des Cayes. Les amis, un peuple livré à lui-même des bombardements par des avions, des avions de guerre américaines. Quel crime contre l'humanité. Quelle lâcheté. Le 6 décembre 1929, à Machater près des Cayes, les piquets, un groupe révolutionnaire, ont conduit une manifestation pacifique. Beaucoup de personnes ont été tuées lors de cette manifestation. L'année suivante, 1930, on commence le processus de désoccupation américaine. Le président américain Herbert Hoover a confié une mission dirigée par le diplomate William Cameron Ford. Et le 15 mai 1930, Eugène Roy a été élu président provisoire. Et ensuite, le 18 novembre 1930, les parlementaires ont élu Sténio Vincent président d'Haïti. Et le 5 juillet 1934, le nouveau président des États-Unis, Franklin Delano Roosevelt, en visite en Haïti, a consacré la fin de l'occupation américaine d'Haïti. Mes amis, les Américains ont laissé le pays le 21 août 1934. Mais les Américains, en laissant le pays, n'ont pas abandonné la politique machiavélique vis-à-vis d'Haïti. Et c'est pourquoi le président Franklin Delano Roosevelt, c'est lui-là même qui a mis fin définitivement à l'occupation américaine déclarée sur Haïti à l'époque, mes amis. Soyez attentifs. Il dit, il faut constamment soulever les va-nu-pieds contre les gens à chaussures et mettre les gens à chaussures en état de s'entre-déchirer les uns les autres. C'est la seule façon pour nous d'avoir une prédominance continue sur ce pays de nègres qui a conquis son indépendance par les armes. Ce qui est un mauvais exemple pour les 28 millions de Noirs d'Amérique. Ça, c'était une déclaration de haine de Franklin Delano Roosevelt. Vous voyez, mes amis, après avoir désoccupé le pays, il ordonna de soulever les Haïtiens les uns contre les autres. Mes amis, il faut dire que depuis ces jours, il y a une instabilité chronique en Haïti. Washington soulève un groupe pour renverser un groupe au pouvoir. Ainsi, le pays est dans une éternelle instabilité politique, mes amis. Tous les maux d'Haïti sont sur le compte de la puissance criminelle nord-américaine, mes amis. Il faut le dire, c'est la vérité. Mes amis, après tout cela, le 8 décembre 1941, Haïti a fait son entrée dans la Seconde Guerre mondiale sous la poussée de Washington. Lorsqu'on est pays ami des États-Unis, ses ennemis sont les vôtres. Élie Lescaut, président de l'époque, déclarait la guerre au Japon, à l'Allemagne, à l'Italie, à la Hongrie, à la Roumanie, à la Bulgarie. Haïti, dès 1939, protégeait les Juifs, donnait refuge aux Juifs dans ses ambassades en Europe. Et le 29 mai 1939, le président Sténio Vincent prit un décret qui octroyait la nationalité haïtienne aux Juifs. Ensuite, Lescaut a confisqué les biens des Allemands, des Italiens et d'autres en Haïti. Et mes amis, dans ce temps, un nouveau corps fut créé au sein de l'armée haïtienne appelé Garde Côte d'Haïti, créé par les Américains pour défendre le pays en cas d'une invasion allemande. Et un an plus tard, le 9 septembre 1943, un corps d'aviation a été créé. C'est ainsi, le 30 juillet 1941, sous l'incitation des États-Unis, le gouvernement haïtien a créé CHADA, Société haïtiano-américaine de développement agricole. Mes amis, le projet de CHADA a échoué. Mais pour détruire le pays, les Américains, avant de quitter le pays, ont détruit 1 million d'arbres fruitiers, 1 million d'arbres fruitiers, mes amis, et 20 000 pins, mes amis. Et n'oubliez pas, ces produits ont été exportés depuis bien longtemps en Haïti. Aujourd'hui, on n'en a plus, mes amis. Parce que les Américains les ont tous détruits. Mes amis, par cette ruse, les Américains avaient arrivé à installer une unité
d'Attiry au Mall Saint-Nicolas qu'ils rêvaient tant. Mes amis, on ne sait pas leurs ressources naturelles qu'ils ont volées là-bas, mes amis. On a même créé un aéroport du Bowenfield à Port-au-Prince aujourd'hui qui est disparu pour permettre aux avions américains de s'y poser pour aller en Amérique du Sud, à l'Afrique du Nord via les Caraïbes lors de la Seconde Guerre mondiale. Mes amis, on a utilisé notre pays tel que champ de bataille pour préserver leurs citoyens. Après tout, les Américains continuaient à diviser pour mieux régner, mes amis, en Haïti, mes amis. Quelle puissance criminelle est donc que l'Amérique du Nord. Mes amis, les Américains, après ces événements, ont contribué à mettre Dr. François Duvalier au pouvoir pour retourner occuper le pays sous une autre forme. Le 24 décembre 1958, les États-Unis ont signé un accord de coopération militaire avec Haïti. On dit que les Américains allaient professionnaliser l'armée d'Haïti. La première garnison militaire américaine est arrivée à Port-au-Prince en janvier 1959. Il est important de se rappeler qu'en 1915, les Américains avaient brisé l'armée d'Haïti en quittant le pays. On ne laisse qu'une gendarmerie. De ce fait, les Américains, dans le cadre de rendre professionnel l'armée haïtienne, ils ont changé le nom de l'armée d'Haïti en Forces armées d'Haïti. Et les Américains ont fait que cette force armée haïtienne, le 12 août 1959, luttait contre le Kiba. Mais le peuple haïtien avait appelé les soldats américains à l'époque Tonton Macoute Blanc. Et c'est pour ça que les Américains ont fait tout cela pour infiltrer le gouvernement de Duvalier. Il faut dire que les Américains ont fait tout cela pour maîtriser le Kiba, non pour aider l'armée d'Haïti, vraiment, mes amis. Parce que les Américains ne voulaient pas voir une force armée en Haïti, mes amis, en aucun cas. Et c'est pourquoi le 13 juillet 1959, le président américain Dwight Eisenhower voulait mettre une force sous-marine à Guantanamo pour envahir le Kiba via Haïti. Parce qu'on jugeait que le Kiba a une politique communiste anti-américaine. Mes amis, on essaie le nombre de biens qu'on a volés de cette époque sous Duvalier. Mes amis, les soldats américains cherchent à renverser Duvalier. Duvalier, en beau politique, en 1963, demandait à John Fitzgerald Kennedy de faire partie des militaires américains. Et dans la même année, les forces ont laissé le pays pour aller aux États-Unis. Beaucoup de soldats américains avaient participé, mes amis, et dans le désarmement de l'invasion cubaine du 12 au 13 août 1959 pour renverser François Duvalier. C'est Fidel Castro lui-même qui avait envoyé ces hommes pour renverser Duvalier parce qu'il a jugé que Duvalier était une marionnette des Américains. Mes amis, les États-Unis d'Amérique qui voyaient dans la position communiste du Kiba une menace pour l'Amérique ont décidé d'exclure Kiba de l'OEA. Au début de la réunion de l'exclusion, Haïti avait refusé de voter selon sa tradition diplomatique visant à appuyer tout ce qui se trouve dans l'avilissement, dans l'oppression, dans le mépris. Mais le vote d'Haïti a été acheté avec des millions de dollars, mes amis. Duvalier, qui était alors président, dit dans ses mémoires que le vote haïtien a été et que cette phase marque le début de la corruption de la diplomatie haïtienne par les lobbies américains. Mes amis, on fait quoi? C'est le ministre des Affaires étrangères de l'époque, René Calmèche, qui a offert le vote haïtien à prix d'argent. Mais depuis 7 ans, la fierté de la diplomatie haïtienne a été diminuée, mes amis. Les États-Unis les a tous corrompus. Mes amis, dans les années suivantes, les tensions entre Duvalier et les opposants s'augmentent. Les opposants de Duvalier avaient kidnappé 2 ambassadeurs américains. Et ils ont réclamé pour la libération de ces derniers 31 prisonniers politiques et $1 million, $500 000 et un avion pour laisser Haïti. Ainsi, le 24 janvier 1973, on a donné aux kidnappés les rançons. Et il faut noter que les Américains exigeaient que le rançon doit être payé par l'État haïtien. Et tout cela a été passé ainsi comme prévu. Mes amis, on peut voir à quel point les États-Unis d'Amérique gaspillaient l'économie haïtienne. Et la tension entre Duvalier et Kennedy s'amplifiait de jour en jour, et l'ambassadeur américain Raymond Tiston a été considéré comme persona non grata par le président haïtien François Duvalier. Et mes amis, beaucoup veulent ignorer la haine des Américains vis-à-vis de nous autres, les Haïtiens. Le fait que je vais apporter suffit pour alerter les Haïtiens sur la haine des Nord-Américains. Au début des années 80,
les instances américaines avaient inventé un virus tel que le coronavirus actuel appelé VIH, entre autres le sida. Les autorités américaines disent que ce sont les Haïtiens qui sont les porteurs du virus. Et on appelait la maladie à l'époque 4H. En 1980, on les définit comme homosexuels, hémophiles, héroïnomane haïtien, 4H. Et en 1983, à New York, les élèves haïtiens n'étaient pas bienvenus dans les écoles parce qu'ils étaient considérés comme des contaminés. À Brooklyn, on ne veut pas embaucher les employés haïtiens dans les hôpitaux pour cela. Et on invente le slogan « Haïtien égale nègre avec sida ». On dit que embaucher un haïtien, c'est contribuer à propager le sida. Ainsi, le 5 février 1990, la FDA, Food and Drug Administration, Discrimination, et refusé d'emploi à 100 000 haïtiens en 1990. Et 100 000 haïtiens, à l'époque, ont tenu une manifestation à Miami pour bannir cette discrimination. Et mes amis, il y a des scientifiques américains qui ont publié des faux résultats de recherche, entre autres, Michael Lorobi, qui faisait d'Haïti le tremplin du sida. Il faut comprendre le machiavélisme américain. Mes amis, dit que les Haïtiens sont les porteurs du sida, cela laisse entendre qu'il faut éradiquer cette nation qui tente à contaminer le monde. Cela veut dire que cette espèce méritait d'être éliminée de la planète. Mais mes amis, le machiavélisme américain a été échoué. Ils ont fait tout ça pour attirer la haine de l'humanité entière contre les Haïtiens. Mais cela a été échoué, mes amis. Vous voyez à quel point les Américains voulaient des génocides en Haïti pour exterminer l'espèce haïtienne en général, pour prendre la place. Mes amis, vers la même année, le 29 septembre 1990, les militaires haïtiens Raoul Cedras, Philippe Biabi, Michel François ont renversé Jean-Bertrand Aristide, le seul président élu par le peuple haïtien démocratiquement, il faut le dire, depuis Dessalines. Mes amis, les Américains avaient utilisé l'armée pour faire les coups d'État en Haïti, mes amis. On dit que le coup d'État de Jean-Bertrand Aristide, le président haïtien, a eu un caractère international, impliquant directement la République dominicaine, le Venezuela, le Vatican, l'OEA, l'ONU, etc. Les États-Unis. On fait tout pour détourner Aristide, pour le mettre sous le contrôle des États-Unis, parce qu'Aristide avait un discours contre l'impérialisme américain. Et le 4 octobre 1991, Aristide a été reçu à la Maison-Blanche par le président George Bush. On a commencé les mesures de sanctions contre Haïti. Le 15 juin 1993, le président Bill Clinton a imposé son embargo sur Haïti. Et le 25 juin 1994, Bill Clinton a suspendu tout vol entre Haïti et les États-Unis. Et mes amis, en exil, les Américains avaient corrompu Aristide. Alors Aristide était un bon président au départ, mais on lui a imposé la présidence sous des conditions en sine qua non. Ainsi, le 12 octobre, le navire américain transportait 20 000 militaires des États-Unis et du Canada pour préparer la mission de l'ONU, le MINUA. Mes amis, malgré la corruption de Jean-Bertrand Aristide, il ne voulait pas tout céder. Aristide a signé des contrats avec des institutions internationales, entre autres, avec IFI, et les États-Unis, durant ce temps, a imposé à Haïti l'économie néolibérale, et cela depuis plus précisément, depuis dans les années 1970. Et mes amis, Haïti a été bloqué. Il ne peut rien faire. IFI, avec lequel il a signé le contrat économique, a bloqué tous les aides qui doivent faire avancer le pays. Tout cela parce qu'Aristide avait demandé réparation, 21 milliards 685 millions de dollars qu'Haïti avait donné à la France pour son indépendance. Aristide avait demandé ça. Mais pour cela, on a tout bloqué. Mes amis, je suis haïtien, j'étais enfant. Et en 2004, dans ma ville natale, à Saint-Marc, on a fait un génocide sur la population, mes amis. On a accusé le président de tous les crimes commis par l'impérialisme américain et français. Mes amis, il faut se rappeler que le 15 octobre 1994, 20 000 soldats américains accompagnaient Aristide lors de son retour de l'exil.
Il faut dire qu'après le départ d'Aristide, le 6 février 2001, l'ONU met fin à la mission militaire en Haïti. Cette mission a porté, c'est-à-dire le MINUA, cette mission a porté le choléra, tuant la population haïtienne par bande et par paquet, mes amis, pour tuer la population. Mes amis, il faut se rappeler que les États-Unis, pour intervenir comme ils veulent dans les affaires du pays, le 17 octobre 1997, Madeleine Albright, secrétaire d'État américaine, avait visité Haïti officiellement. Durant son séjour, elle a obtenu l'accord le plus significatif sur le plan géopolitique contemporain, mes amis. Il faut dire que maintenant, les États-Unis, pour finir avec une personnalité politique haïtienne qui incarnait l'espoir de la population, ont mis sur elle un dossier de drogue. Là, les soldats américains peuvent entrer sur le territoire haïtien pour arrêter le dealer de drogue comme on veut. Mes amis, il faut se rappeler que l'accord du 17 décembre 1997 a permis au DEA, c'est-à-dire Drug Enforcement Administration, d'intervenir quand et comme on veut pour arrêter sous prétexte de dealer de drogue n'importe quel citoyen haïtien. Et c'est ainsi dans les années passées, on a arrêté un sénateur qui venait tout juste de prêter serment et l'amener aux États-Unis. Ce sénateur, c'est Guy Philippe. Et c'est lui actuellement qui tente de sauver le pays là où les Américains le mettaient. Et il tentait de sauver le pays actuellement, le moment où je parle. Mes amis, on sait qu'Haïti est un pays agricole. Mes amis, dans le département de la Tibonite, on cultive assez de riz pour nourrir tout le pays. Mais la culture du riz a été empoisonnée 9 fois par les capitalistes afin de cultiver le riz américain sur le marché national. New End Press Release a publié un article le 21 avril 2010 où on trouve une déclaration de Bill Clinton, ancien président américain, et il a déclaré qu'en 1998, il a détruit l'agriculture en Haïti. C'est lui qui a dévié FMI dans le processus de prêt pour aider Haïti. Il a dit tout cela. Dans une commission présidée par le sénateur John Kerry, Clinton dit ouvertement, il dit c'est une erreur à laquelle j'ai contribué. Je dois vivre chaque jour avec les conséquences du fait qu'Haïti ait perdu la capacité de produire du riz pour nourrir sa population à cause de ce que j'ai fait, moi et personne d'autre. Mes amis, Mark Wisbo, co-directeur du Centre de recherche sur la politique économique, dit qu'il est très rare qu'un ancien président présente ses excuses pour quelque chose qu'il a fait. Mes amis, c'est d'innocence, parce qu'en politique, pas des excuses, il y a des réparations, mes amis. Si l'ancien président américain a conscience, il doit réparer sa faute. Mais ces sensus qui vivent du sang haïtien ne feront jamais cela. Il y a beaucoup qui ne peuvent pas cultiver, beaucoup de choses qui ne peuvent pas cultiver en Haïti, parce que des hélicoptères sèment des poudres pour détruire ces cultures, parce que les sensus à peau blanche les tuent. Bob Marley a raison d'appeler cette race guerra, race de voleurs, mes amis. Et ce sont ces diables, mes amis, qui ne peuvent pas voir un groupe vivant en paix, mes amis. Les États-Unis sont les vrais problèmes du monde moderne, les racines de tous les maux du globe, mes amis. Il faut le dire, c'est la vérité. Mes amis, ce qui jette de l'huile sur le feu est le président actuel de l'Amérique, Joe Biden. Le New York Times, dans son édition du dimanche, de 19 décembre 2021, écrit ceci. On dit, les décisions politiques américaines sont vitales pour comprendre l'instabilité d'Haïti et pourquoi ce pays reste le plus pauvre de l'hémisphère occidental. M. Biden, aujourd'hui président, supervise une nouvelle intervention dans les affaires politiques d'Haïti. Une intervention qui, selon les détracteurs, suit une vieille méthode de Washington. Soutenant les dirigeants haïtiens accusés de régimes autoritaires, soit parce qu'ils servent les intérêts américains, soit parce que les responsables américains craignent l'instabilité d'une transition de pouvoir. Vous voyez, cette déclaration est pleine de sens. Vous voyez la déclaration de ces criminels à col blanche. Et ce même journal citant Joe Biden alors qu'il était sénateur en 1994, où Joe Biden dit que si Haïti s'enfonçait tranquillement dans les Caraïbes, cela n'aurait pas beaucoup d'importance en termes d'intérêt pour nous. Elle a dit pour les Américains. Mais Haïti ne périra pas, Biden. Il faut le croire, il faut le dire. Haïti ne périra pas. Ce qui me tracasse dans tout cela, on a installé les gangs dans le pays. Après, on lance une politique de dépeuplement. Le programme de Biden,
Cela fait laisser les Haïtiens ont laissé Haïti par milliers pour aller aux États-Unis pour détruire le pays. Aujourd'hui, les banquiers, les professeurs, les médecins laissent le pays pour aller en Amérique. En y arrivant, on le fait travailler dans des travaux indignes de leur niveau, mes amis, comme des esclaves, comme des chiens. Les États-Unis utilisent ces derniers coups afin d'éliminer Haïti en Amérique, mes amis, dépeupler le pays, mes amis, pour laisser seulement les va-nu-pieds dans le pays, pour prendre tous les professionnels, tous les intellectuels, mes amis. Biden est l'un des présidents américains, à mon sens, le plus méchant, le plus criminel de tous. Mes amis, Donald Trump, même s'il était républicain, membre, s'il faut en croire quelques autres, du Ku Klux Klan, est un grand raciste. Et parce que ce clan est un clan raciste qui terrorisait les Noirs depuis au début de l'histoire américaine. Joe Biden, lors de sa présidence, dit qu'Haïti est un pays de merde. Et il faut dire, là, on peut voir que les républicains et les démocrates travaillaient tous au détriment du pays de Dessalines. Les Américains, même le plus criminel que le Français dans les affaires d'Haïti. Les Américains sont plus criminels que les Français dans les affaires d'Haïti, c'est vrai. Aucun pays au monde ne haïsse Haïti que les États-Unis. Il faut croire, mes amis, il faut voir ça. Aucune puissance occidentale au monde depuis la Grèce, la Rome antique, n'est aussi diabolique et luciférienne que les États-Unis d'Amérique. Et un jour sur l'œuvre de Dessalines visant à supporter tout ce qui trouve dans l'avilissement de ses droits le plus fondamentaux et divins. Mes amis, il faut rester dans le silence, dans le calme. La foudre, l'orage, s'abattra un jour sur l'Amérique pour détruire cette puissance criminelle, mes amis. Le micro-trottoir, mes amis, dit que le tremblement de terre du 12 janvier 2010 n'était pas naturel. Il s'agissait de l'œuvre des Américains, mes amis, pour détruire le pays. Cependant, on dit que Haïti est un pays qui produit des climats tempérés, des tremblements de terre, des tsunamis, des cyclones, tout ça. Ce n'est pas vrai. Tous ces phénomènes naturels, ce sont des phénomènes artificiels provoqués par des appareils, par l'impérialisme américain, mes amis. Des journalistes haïtiens défendant cette thèse de toutes les forces, mes amis. Et certainement, le monde, le feu céleste, la foudre, la grêle, l'orage, les éclairs, les tsunamis, les tremblements de terre, les rochers détruiront les États-Unis d'Amérique un jour quand même. Parce que cette puissance criminelle mérite d'être détruite, mes amis. Les dirigeants haïtiens sont plus marionnettes de tous les hommes du monde, les plus vendus de tous. Ils ne sont pas à la hauteur de la tâche dessalinienne. Le pays le plus ennemi d'Haïti est considéré comme l'ami le plus proche. Le diable qui mange l'enfant est celui-là même qu'on appelle pour soigner l'enfant, mes amis. Cela veut dire que les États-Unis qui sont responsables de tous les maux d'Haïti sont ceux à qui on recourt pour venir résoudre nos problèmes. Or, c'est de l'instabilité d'Haïti que les Américains fonctionnent, mes amis. Il faut comprendre ça, c'est la vérité. Et c'est pour cela qu'ils ont programmé votre instabilité chronique éternelle, mes amis, pour la richesse des États-Unis. On a oublié l'histoire des États-Unis. Les républicains ainsi que les démocrates sont les plus grands ennemis des Noirs, mes amis. Il faut connaître l'histoire des deux partis politiques des États-Unis. Il faut connaître ça. Il faut dire qu'au moment de la Confédération américaine, certains leaders s'opposaient farouchement à la Confédération. Et pour cela, ils étaient appelés antifédéralistes. Et ceux qui adoptaient le nom de démocrates et l'autre parti fédéraliste qui appuyait la Fédération des 13 colonies fut appelé républicain. Mes amis, les démocrates étaient des esclavagistes, cependant les républicains étaient anti-esclavagistes. Mais depuis ces époques, le destin d'Haïti s'oriente selon l'un et l'autre parti politique américain. Les démocrates et les républicains sont les mêmes, mais les républicains sont mieux que les démocrates. Nous venons de voir que les républicains ne voulaient pas abolir l'esclavage, parce qu'ils aimaient le noir, mes amis. Mais ils font tout afin de perdurer ou de sauvegarder la Fédération des 13 colonies. Et Abraham Lincoln dit de son plein gré que si la perduration de l'esclavage des nègres pouvait sauvegarder la Fédération, il les garderait dans l'esclavage pour toujours, mes amis. Il faut être clair. Et James Monroe, en tant que républicain, ne prenait pas une politique impérialiste. Les démocrates, principalement Theodore Roosevelt, ont mal interprété la déclaration de Monroe en vue de fixer sa politique impérialiste. Ainsi que le Congrès
américains, sous la pression des démocrates, votaient en 1893 pour admission des îles Hawaï comme territoire des États-Unis, situé à 2500 milles des côtés de San Francisco, mes amis. Il faut dire que les républicains s'y opposaient toujours. Le président McKinley, dans son discours au banquet de la Société de l'Orient à New York le 3 mars 1910, il dit il ne saurait y avoir impérialisme. Ceux qui ont peur de cette politique sont contre elle. Ceux qui ont froid dans la politique sont contre elle, de sorte qu'on en éprouve une horreur universelle et qu'on est unanime à s'y opposer. Et ce président a été assassiné parce qu'il s'opposait à l'idée de l'impérialiste américain, mes amis. Mes amis, les Afro-Américains, au départ, étaient tous les partisans des républicains. Parce que les politiciens haïtiens, il faut être clair, doivent contrôler les partis politiques américains. Si c'est un républicain qui est au pouvoir, on peut collaborer avec lui. D'une manière sournoise. Mais si c'est un démocrate, on doit le rejeter totalement. Il faut voter dans le sens de la géopolitique, géohistorique, mes frères. Abraham Lincoln, malgré son hypocrisie, avait signé pour la reconnaissance de l'indépendance d'Haïti. Et les républicains ne sont pas impérialistes, mais les démocrates le sont. C'est ainsi Barack Obama, en tant que noir, incarnait l'espoir. On voyait en lui un sauveur parce qu'il était démocrate. Il n'offrait que l'homosexualité aux noirs du monde entier, mes amis, à tous les continents africains. Mes amis, il a fait tant de promesses aux Haïtiens qu'il n'en a pas tenu, mes amis, parce qu'il était démocrate et menteur. Mes amis, or, on voyait en lui l'accomplissement de la prédiction d'Anténor Firmin, stupide que noir dirigerait l'Amérique. C'est vrai, cette prédiction est accomplie, mais sur le régère de l'histoire, sur l'homme le plus vil, le nègre le plus vil, qui n'adopte pas une partie politique selon la géohistorique. Mes amis, un noir qui s'est dit démocrate ne sait rien de la géohistorique. Parce qu'il ne connaît pas l'histoire des États-Unis. Si Biden, le démocrate qui voulait l'extension des Noirs d'Haïti, parce qu'il est démocrate, qu'il a voulu cela. Mes amis, l'aide de l'élection à venir, mes amis, aucun Noir ne doit voter le criminel qui est au pouvoir en Amérique actuellement, qui voulait l'effondrement d'Haïti. Les Haïtiens ingrats ont oublié que la Russie était le premier pays blanc ayant reconnu l'indépendance. Ils ont oublié Alexandre Ier de Russie, fut celui qui poussait Charles X à reconnaître notre indépendance. En retour, mes amis, les ingrats haïtiens, la Russie n'a aucune ambassade en Haïti. Quelle ingratitude diplomatique de la part des Haïtiens, mes amis. Haïti, selon sa géohistorique, devrait avoir la Russie pour le premier pays blanc ami. Mais les idiots haïtiens occidentalisés prennent États-Unis pour premier pays ami. Mes amis, cependant, c'est le premier pays ennemi, le plus grand ennemi d'Haïti. Haïti, selon son histoire, devrait rejoindre le pays des BRICS actuellement, mes amis. En politique, l'ami de ton ami est ton ami. L'ennemi de ton ennemi est ton ennemi. Puisque la Russie, la Chine, l'Inde, Corée du Nord, le Brésil de Lula da Silva, le Cuba de Fidel Castro, l'Afrique du Sud, et sont des pays qui s'opposaient à l'impérialisme, à l'unipolarité du monde occidental, eh bien, ces pays-là devraient être les premiers pays amis d'Haïti. Mais les politiciens égarés ne peuvent pas voir cela, mes amis. Haïti devrait être le premier pays s'opposait au néolibéral, à la multipolarité, à l'unipolarité occidentale, mes amis. Haïti devait faire comme le Cuba de Fidel Castro, le Venezuela d'Hugo Chavez, de Maduro actuellement. On entend que les Haïtiens étudient des sciences politiques, cependant ils sont les plus vendus, les plus sots de la planète s'ils ne peuvent pas voir cela. Il faut commencer par aborder les drapeaux étoilés, faire monter les drapeaux russes sur le territoire pour montrer notre rejet des États-Unis d'Amérique, mes amis. C'est un conseil. Et c'est ce qu'il faut faire, mes amis. Haïti était le premier pays noir ayant recours à la Russie. Mais elle a abandonné cette diplomatie, mes amis, qui peut être bénéfique pour elle. Mes amis, on peut le constater. La Russie aide l'Afrique à maintenir son autodétermination actuellement. On peut le voir, la fédération là. Mes amis, pour mettre fin avec la puissance criminelle américaine en Haïti, il faut recourir à la Russie, que l'on veuille ou non. Tous les Haïtiens doivent mettre les drapeaux russes devant leur maison, tenir des manifestations pour une relation russo-haïtienne, mes amis. Il faut faire ça.
Et dans les manifestations, il faut crier vive la Russie, vive Poutine, à bas Biden, à bas les États-Unis d'Amérique. Parce que le principal mal d'Haïti sont les États-Unis d'Amérique. Mes amis, il faut être clair. Toute cette récapitulation historico-diplomatique montre à clair que les États-Unis d'Amérique sont les monstres qui mangent les Haïtiens. Il est vrai que beaucoup de Russes sont racistes. Beaucoup de Sud-Américains sont des ennemis des Noirs parce qu'ils haïssent la couleur de notre peau. Mais en politique, l'ennemi de mon ennemi est mon ami. Et si tous les pays ennemis des Américains devaient être amis d'Haïti, si on ne fait pas cela, on sera effacé en Haïti comme les Amérindiens que l'on veut. Et c'est ainsi, mes amis, on racontera que le peuple noir avait lutté pour son indépendance, mais après l'impérialisme américain l'a éliminé. Il est le deuxième peuple éliminé après les Taïnos. On racontera ça de nous si on ne fait pas ça, messieurs. Et si on ne veut pas cela, messieurs, si on ne fait pas cela, messieurs, il faut combattre. Sinon, en quelque sorte, l'attente, l'ennemi nous détruira petit à petit sans laisser la moindre trace de notre existence, mes amis. Mes amis, faites ce que je dis. C'est un conseil géostratégique vital.